Bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à l'actualité puisqu'on va y parler de The Furious, la grosse sortie en cinéma asiatique d'action en France et à travers le monde, puisqu'il y a une date de sortie qui est globale. C'est sorti à Hong Kong en même temps qu'en France, et donc c'est plutôt bien parce que ça va permettre d'en parler de manière directe sans que il y ait un décalage entre ce que je vais raconter ici et ce que vous allez pouvoir voir sur le grand écran. Donc The Furious, dernier film réalisé par Kenji Tanigaki, dont c'est ici la troisième réalisation, après Les Maîtres du Tonnerre et Enter the Fat Dragon, le remake, enfin remake plus ou moins. Donc Kenji Tanigaki, petite présentation, cascadeur, artiste martial japonais qui a fait une partie, ou une grande partie en tout cas de sa carrière à Hong Kong, et qui s'est imposé à la fin des années 90, début 2000, comme le bras droit de Donnie Yen. Il a participé aux chorégraphies de films comme SPL ou bien Flashpoint, et il a réussi à sortir de la tutelle de son maître à partir des années 2000-2010, tout particulièrement en signant les chorégraphies de la série des films live Kenshin, des chorégraphies qui sont vraiment très très impressionnantes. Il a fait de l'excellent boulot. Plus récemment, c'était lui qui avait signé les chorégraphies de Kowloon Wall City, City of Darkness en version française, et le titre original c'est Walled In, Kowloon Wall City, Walled In, un truc comme ça. J'avoue que je ne sais plus exactement. Enfin, en tout cas, le film de Soi Chang qui a vraiment redonné un petit coup de boost au cinéma d'action à la hongkongaise. Kenji, moi, c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup à la fois le talent et le parcours, parce que je trouve que c'est quand même assez admirable ce qu'il a réussi à faire, de partir dans le grand bain quelque part, d'aller à Hong Kong quand on vient du Japon, alors que il y a déjà des possibilités de se faire une carrière au Japon dans le cinéma d'action et dans la série télé d'action à travers les tokusatsu, mais lui il a décidé carrément de venir à Hong Kong sur une période qui était début des années 90, mi-90, qui commençait déjà à connaître un certain déclin du cinéma d'action de Hong Kong. Il a appris à parler cantonais. Il a réussi à s'intégrer, il est vraiment devenu maintenant considéré comme un Hongkongais d'adoption. Donc vraiment de ce point de vue-là, le parcours est absolument admirable et très impressionnant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois et de l'interviewer. C'est quelqu'un qui est absolument adorable. Donc j'ai vraiment beaucoup d'affection pour Kenji, et j'aime beaucoup ce qu'il a fait en tant que chorégraphe ces dernières années. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un des tout meilleurs chorégraphes en activité. En tant que réalisateur, c'est un petit peu plus mitigé, dans le sens où sa première réalisation, Les Maîtres du Tonnerre, c'était un film qui était japonais pour le coup, et dont le principal argument de vente était la rencontre, ou la nouvelle rencontre, entre deux icônes du cinéma d'action japonais, à savoir Sonny Chiba et Yasaki Kurata. Alors, il est bon de préciser que Kenji Tanigaki, à la base, il vient du Kurata Action Club, élément peut-être un peu moins connu. On connaît très bien le JAC, le Japan Action Club, qui a été fondé par Sonny Chiba, mais Yasaki Kurata, le plus hongkongais des acteurs japonais, a lui aussi fondé sa propre école d'arts martiaux cascadeurs. Et cette école a alimenté aussi bien l'industrie hongkongaise que l'industrie japonaise. Et donc ce Maître du Tonnerre, c'était le retour de la rencontre entre Yasaki Kurata et Sonny Chiba. Les deux s'étaient déjà rencontrés dans un film des années 70, si ma mémoire est bonne, c'était The Executioner, réalisé par Teruo Ishii. Mais donc, entre-temps, sur une période de plus de 30 ans, ils n'avaient jamais eu l'occasion de se rencontrer à nouveau. Et c'était ça le grand argument de vente donc, des Maîtres du Tonnerre, qui malheureusement était un film assez décevant, qui était très comique, avec un côté fantastique aussi également. Et la fameuse rencontre entre les deux icônes, finalement, c'était pas vraiment la rencontre au sommet à laquelle on pouvait s'attendre et espérer. Bon, après, évidemment, en termes d'âge, ça n'a rien à voir avec quand ils s'étaient rencontrés dans les années 70, et ça a évidemment pesé sur ce que pouvait faire Kenji. Je crois qu'il y avait aussi
quelques problèmes d'ego, tout particulièrement du côté de Sony Shiba. Bon, en tout cas, cette première réalisation avait été un peu un coup d'épée dans l'eau. Il était monté en gamme quand même avec Enter the Fat Dragon, une production Wong Jing avec Donnie Yen en vedette. Alors un film qui visiblement a connu beaucoup de problèmes durant sa production. Mais dont le résultat final, je trouvais, n'était pas trop mauvais. Enfin, en tout cas, c'était plutôt sympa. Alors, ça se rendait beaucoup sur le côté Donnie Yen en fat suit, dont l'impact comique est assez limité au bout d'un moment. En tout cas, sur un long métrage d'1h30, il faut un peu plus que ça. Mais il y avait quand même quelques séquences pas mal foutues, quelques aspects comiques assez mitigé, variable en qualité, mais il y avait quelques moments assez sympatoches. Donc c'était pas un grand film, loin s'en faut, mais c'était quand même toujours meilleur que ce qu'il avait fait un petit peu avant avec Les Maîtres du Tonnerre. Et donc The Furious, c'est donc sa troisième réalisation en tant que metteur en scène, et clairement c'est son meilleur film, même si, comme on va le voir, il y a quand même un certain nombre de problèmes et de défauts, à mon humble avis. Alors en termes d'intention, The Furious a été vendu, en tout cas a été annoncé par son producteur Bill Kong, comme étant une sorte de retour sur la scène internationale du cinéma d'action hongkongais. De ce point de vue-là, je pense que malheureusement ce n'est absolument pas le cas. C'est même tout l'inverse, c'est même un véritable aveu d'impuissance et un aveu d'échec du cinéma hongkongais d'action moderne, dans le sens où il n'y a quasiment aucun hongkongais qui est à l'affiche du film. Alors, on peut considérer que Kenji est un hongkongais d'adoption, donc oui, il est quand même derrière. Il y a également un certain nombre de talents techniques qui sont présents et qui apportent leur savoir-faire à ce The Furious, hein, le directeur de la photo, Elliot Chung à la musique, qui je trouve en général fait plutôt du bon boulot. Donc il y a quand même un savoir-faire technique hongkongais, mais si on regarde sur le versant action, en dehors de la présence de Kenji Tanigaki, c'est uniquement des cascadeurs japonais et thaïlandais. Donc en termes d'acteurs et de stuntmen, de cascadeurs hongkongais, il y a zéro, absolument zéro. Et en termes de chorégraphie, de design des combats, eh bien, en termes de design, il y a Kenji, certes, mais il y a aussi, surtout, Kensuke Sonomura, qui est un chorégraphe japonais, comme son nom l'indique. Et pareil, en termes de stars, on a Shie Miao. Alors oui, évidemment, lui aussi, il a un lien avec le cinéma hongkongais, dans le sens où il avait été le fils de Jet Li dans New Legend of Shaolin et My Father is a Hero, mais enfin, depuis, il est devenu un véritable produit du cinéma d'action chinois et pas vraiment du cinéma d'action hongkongais, même si on l'a revu après dans The Champions, réalisé par Choi Soo-ming. Et le reste des acteurs, ce sont des acteurs qui viennent soit d'Asie, soit des États-Unis. Donc en termes de représentativité de la nouvelle école hongkongaise du cinéma d'action, c'est quasiment zéro pointé. Après, c'est la réalité actuelle, hein. Il faut bien reconnaître qu'en termes de cinéma d'action, il n'y a plus grand-chose à proposer du côté de Hong Kong. On a quelques légendes qui restent encore en activité, mais quand ils travaillent, c'est essentiellement dans des coproductions avec la Chine. Et en termes de relève, en termes de nouvelle génération d'acteurs et de chorégraphes d'action, bah, il n'y a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent. Ceci étant, Bill Kong à ce niveau aurait quand même pu faire un petit effort supplémentaire, parce que même si c'est particulièrement réduit ces dernières années, il y a quand même toujours quelques acteurs, artistes martiaux hongkongais qui existent, qui sont présents. Andy Yeon est toujours là, maintenant on a Philippe on a quelques autres jeunes talents qui n'ont pas forcément encore eu leur chance. Et il y a eu Jermaine Chung qui est pas trop mauvais sur le film de Soi Chang, City of Darkness. Donc il y aurait eu quand même la possibilité de mettre une ou deux personnalités hongkongaises dans le métrage, et je trouve ça assez dommage que l'effort n'ait pas été fait. Par contre, là où le film est finalement emblématique de l'époque dans laquelle il a été produit, c'est que c'est véritablement une synthèse de ce que propose le cinéma d'action asiatique au sens large depuis une période d'environ 10 à 15 ans.
Donc on retrouve un certain nombre de caractéristiques issues du cinéma d'action chinois. J'y reviendrai tout particulièrement sur le côté scénaristique, pour le meilleur et pour le pire. On retrouve également le côté ultra-violent qui a été la marque de fabrique du cinéma d'action indonésien depuis environ 10-15 ans, depuis que les deux The Raid ont explosé sur la scène internationale. Et puis autre développement qui est un peu moins connu, c'est qu'on retrouve donc ce côté innovant et recherche chorégraphique qui est à la pointe du cinéma d'action japonais à l'heure actuelle. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément trop discuté, enfin qui n'est pas forcément mis en avant au niveau des critiques, au niveau des amateurs du cinéma d'action, mais depuis donc une période de 5-10 ans. En fait, depuis que Kenji Tanigaki a réussi à mettre un coup de boost au cinéma d'action japonais avec la série des films live Kenshin, eh bien, il y a eu une nouvelle génération d'acteurs, de cascadeurs et surtout de chorégraphes japonais qui ont essayé de pousser plus loin les expérimentations, dont Kensuke Sonomura, le chorégraphe en chef de The Furious, est à la pointe. Et donc c'est assez intéressant de voir cet ensemble de tendances au sein du cinéma d'action asiatique être réunis en un seul film avec un budget conséquent, donc qui permet de pousser encore plus loin à tous les niveaux, et tout particulièrement en termes de chorégraphie. Et donc de ce point de vue-là, The Furious est assez réussi et fait une bonne synthèse de ces différentes tendances du cinéma d'action asiatique. Là où ça pêche beaucoup plus, à mon avis, c'est sur le scénario. Alors, évidemment, The Furious, ça se vend avant tout comme un film d'action, donc le scénario n'est pas l'élément essentiel, on est bien d'accord, mais il n'empêche qu'un minimum de soin apporté à l'histoire qui est présentée au personnage est quand même toujours mieux que si on ne fait aucun effort à ce niveau. D'autant plus quand on est ici dans le cadre d'une grosse production avec un budget important, on peut penser qu'un soin supplémentaire aurait pu être apporté au scénario. Malheureusement, de mon point de vue, The Furious, c'est un scénario de DTV chinois totalement classique, totalement basique, qu'on a un petit peu boosté. Dans le sens où on retrouve toutes les habitudes du DTV chinois avec la Thaïlande qui n'est pas la Thaïlande, parce que ça permet de placer l'action en dehors de la Chine, et donc ça permet après d'avoir le film qui passe en Chine, puisque évidemment en Chine c'est très difficile de dire qu'il peut y avoir du trafic d'enfants ou du trafic d'êtres humains, même si parfois certains films réussissent plus ou moins à passer dans les interstices. Mais donc comme ça, hop, on retrouve la facilité de bon nombre de DTV chinois qui se passent dans un sud-est asiatique non identifié. Là, c'est exactement la même chose, ça se passe en Thaïlande, mais on ne le dit pas. Mais ça permet d'avoir des policiers corrompus, ce genre de choses, qui autrement n'auraient pas été possibles en Chine continentale. On retrouve également le principe donc du trafic d'enfants, du trafic d'êtres humains, qui est un grand classique du DTV chinois et qui, moi, j'avoue, me gave un petit peu. J'ai l'impression que le trafic d'enfants est devenu le nouveau dénominateur commun de toutes les productions d'action depuis une période de 5 à 10 ans. Ça a remplacé en fait les méchants trafiquants de drogue qu'il pouvait y avoir dans les années 80-90. Alors évidemment, c'est pas bien le trafic d'êtres humains, c'est pas bien le trafic d'enfants, c'est pas bien les pédophiles, on est bien d'accord, là-dessus il n'y a aucun problème. Mais je trouve que le recours à ce type de méchant est un peu trop facile, un peu trop simpliste, surtout quand c'est totalement détaché de tout contexte politique spécifique, puisque par définition ici on est dans une espèce de pays imaginaire qui fait référence à la Thaïlande mais qui ne l'est pas. Et autre élément, moi, qui me gave, et j'en avais déjà parlé quand j'avais fait ma rétrospective 2025, c'est que ce côté trafic d'enfants, c'est un truc qui est repris depuis par de nombreux réseaux complotistes et d'extrême droite, et donc j'ai tendance à freiner un petit peu par rapport à la systématisation de ce genre de thématique. Bon, après, voilà, on accepte le truc, ça vaut ce que ça vaut. Évidemment, c'est pas bien, comme je l'ai dit, donc ça fait des méchants faciles.
Mais j'espérais quand même que sur une production aussi importante, des efforts un peu supplémentaires auraient pu être apportés en termes de scénario et en termes de créer des enjeux. Au moins, ce sur quoi le film réussit plutôt, c'est sur les personnages de manière générale et sur la relation qui est au cœur du récit, qui est la relation entre Che Miao et sa fille. Ça marche plutôt pas mal et donc ça permet quand même d'apporter un petit peu d'émotion au sein du métrage, ce qui n'est pas une mauvaise chose entre deux grosses séquences d'action. Et les personnages, ça c'est plutôt pas trop mal parce que les interprètes sont bien choisis, parce que ce sont des acteurs charismatiques et ça permet de passer outre un certain nombre de déficiences dans leur caractérisation. Même si je regrette un petit peu que davantage d'efforts n'aient pas été également apportés sur la relation entre Che Miao et Joe Taslim, où il y avait la possibilité, on sent qu'il y a quand même une certaine alchimie qui existe entre les deux acteurs, mais le fait est que Che Miao dans le film joue un personnage de muet qui est totalement en mode Terminator après le kidnapping de sa fille et qui ne pense qu'à la libérer. Et donc ça limite quelque part les possibilités d'interaction entre lui et Joe Taslim, et c'est dommage parce que il y avait, je trouve, une bonne alchimie donc, entre les deux acteurs, et je pense qu'il y a matière à faire quelque chose d'un peu plus dynamique, un peu plus intéressant entre les deux, là où ça se limite finalement à quelques interactions essentiellement liées à l'action, et il y a peu de moments où les deux personnages peuvent vraiment communiquer. Il y a juste la séquence dans la prison en gros, et c'est un peu dommage. Autre point également sur le scénario que je voulais évoquer, c'est que, alors donc, bon, on a la thématique trafic d'enfants, comme j'ai dit, qui était un peu facile. La jonction également entre les différentes parties, les différentes séquences d'action, puisqu'on sent bien que le film a été quand même fondé sur un certain nombre de séquences d'action, 5 grosses séquences d'action, et le lien qui est parfois fait entre l'une et l'autre peut être assez ténu. Par exemple, quand le kidnapping a eu lieu et que Che Miao part à la recherche de sa fille, il retrouve la trace de ses assaillants, mais vraiment genre en 2 secondes. Il va se pointer à un club, à une discothèque, et hop, clac, il voit les mecs en question. Voilà, alors comment est-ce qu'il a su que c'était là, le gros coup de bol de tomber sur les gars à ce moment-là. Enfin bon, c'est quand même un peu waouh. Le scénario ne fait pas dans la finesse à ce niveau, c'est vraiment juste une excuse pour pouvoir aller sur la prochaine séquence d'action. Encore une fois, un petit peu d'effort n'aurait pas été superflu à ce niveau. Et autre point que je voulais signaler sur le scénario, quand je disais qu'on était face à un scénario de DTV chinois, c'est vraiment le cas sur la durée, parce qu'en réalité, le film, d'un certain point de vue, devrait se terminer sur le sauvetage des enfants. Et si on s'arrêtait effectivement sur ce moment-là, on aurait un film qui durerait environ 1h10, 1h15, et ce serait exactement ce à quoi on peut s'attendre d'un DTV chinois. C'est exactement la durée classique de ce type de produit. Donc on est vraiment, comme je l'ai dit, sur un scénario de DTV chinois, sauf qu'on a rajouté un dernier acte, histoire de pouvoir faire un gros final d'action. Alors je ne m'en plains pas, parce que le final déboîte, mais quand même, d'un point de vue structure, d'un point de vue scénario, c'est quand même pas très évolué et pas très élaboré. Donc dommage de ce point de vue-là. Par contre, évidemment, et c'est ça le plus important, The Furious en termes d'action, ça envoie grave, avec donc comme je l'ai dit 5 principales séquences d'action, alors de qualité parfois variable, même si dans l'ensemble on est sur le haut du panier en matière de cinéma d'action en Asie et à travers le monde, avec en ce qui me concerne une préférence sur le tout début et la toute fin. À savoir donc la séquence de kidnapping de la petite fille avec Che Miao évidemment qui intervient, et tout un jeu sur l'espèce de camionnette dans lequel est mise la petite fille, et donc là il y a vraiment tout un travail chorégraphique par rapport à ça qui est vraiment cool, avec un petit moment qui rappelle un petit peu les grandes heures de Fatal Termination,
même si, hélas, le film ne va pas aussi loin que Fatal Termination. Donc Fatal Termination demeure le film avec la cascade de gamins la plus folle au monde. The Furious aurait pu potentiellement récupérer la palme, mais non, il ne l'a pas fait. Mais il n'empêche que toute la séquence est bien intense, bien chorégraphiée, bien exécutée. On retrouve tout de suite évidemment le style qui va être celui de tout le reste du film, à savoir ce côté très chaos organisé, qui est la marque de fabrique à la base de Donnie Yen et de Kenji Tanigaki, donc il n'y a pas de surprise, mais qui est également la marque de fabrique, j'ai envie de dire, de l'autre chorégraphe japonais, Kensuke Sonomura. Donc Kensuke Sonomura qui a été quelque part encore plus loin que le style Donnie Yen, Kenji Tanigaki qu'on connaît, c'est-à-dire que là où il y a ce côté effectivement chaos organisé chez Donnie Yen et Kenji Tanigaki, il y a également de temps en temps une volonté de mettre en avant certaines techniques. Donc il va y avoir des ralentis, il va y avoir la volonté donc de temps en temps de mettre en avant certains mouvements spectaculaires spécifiques. Là où avec Kensuke Sonomura, on est vraiment tout le temps dans une espèce de fluidité du chaos, j'ai envie de dire, où ça bouge tout le temps. Il va y avoir peut-être quelques séquences, quelques techniques spectaculaires par-ci par-là, mais ça va être noyé au sein de la masse du mouvement au sens large. Et c'est pas une critique, c'est vraiment un choix stylistique et chorégraphique qui est fait de manière générale par Kensuke Sonomura. Kensuke Sonomura qui est un chorégraphe de talent, mais qui a également réalisé des films en solo, hein, puisqu'on lui doit, c'était en 2019 si ma mémoire est bonne, Hydra, qui était un petit film d'action avec deux grosses séquences en toute fin, avec deux gros duels qui étaient assez bien foutus. Ensuite, il a réalisé Bad City, qui était vraiment pas mal, et plus récemment, je crois que c'est Ghost Killer, si ma mémoire est bonne, dont j'avais parlé dans la rétrospective 2025. Alors des films avec des qualités et aussi des grosses faiblesses, mais qui, d'un point de vue chorégraphique, sont vraiment intéressants. Et donc c'était quelque part une alliance qui devait arriver, j'ai envie de dire, parce que le style chorégraphique de Kenji Tanigaki et le style chorégraphique de Kensuke Sonomura sont finalement assez proches, même si, comme je l'ai dit, il y a quand même des petites différences dans leur façon de faire. Mais donc on retrouve ce style d'action à la Kensuke Sonomura, à la Kenji Tanigaki dans The Furious, avec donc un côté très fluide, très bordélique dans le sens où il y a beaucoup de choses qui se passent dans un plan et c'est difficile de réussir à capter tout, mais quelque part dans le montage et dans l'ensemble de la chorégraphie, ça fait sens et on est pris par ce qui est proposé ici, avec également une emphase supérieure par rapport à ce que faisait Kensuke Sonomura et d'une certaine mesure Kenji Tanigaki sur le côté impact et sur le côté violence. Ça c'est peut-être la nouveauté de The Furious par rapport à certains autres chorégraphies proposées par les deux hommes, c'est qu'il y a vraiment une volonté de rajouter dans le côté ça fait mal, dans le côté spectaculaire de ce point de vue-là et dans le côté violent avec beaucoup de sang, beaucoup d'objets contondants utilisés durant les combats. Et autre élément qui fait le style de Kensuke Sonomura et de Kenji Tanigaki en matière d'action, c'est une caméra également très mobile. Ça, c'est vraiment une caractéristique qu'ils ont développée et qu'ils maîtrisent de manière très impressionnante. Hein, quand on se rappelle le cinéma d'action hongkongais des années 70 avec une caméra fixe et les acteurs qui enchaînaient les techniques, là on a vraiment passé à un niveau, alors évidemment entre ce moment des années 70 et 2026 de Furious, il y a eu plein d'évolutions chorégraphiques et la caméra a beaucoup bougé depuis, mais là on atteint quand même un certain sommet dans ce registre de chorégraphie développée et de caméras mobiles pour les mettre en avant. Donc une première séquence qui donne le là et qui est vraiment très réussie. Après on a d'autres séquences plutôt bonnes également. Alors, je vais faire du spoiler, hein. Donc soyez prévenus si jamais vous prévoyez de voir le film et que vous voulez ne pas vous gâcher la surprise.
voyez le film avant. Mais donc après, on a une séquence dans la boîte, la discothèque, qui est plutôt réussie aussi en mode combat 1 contre 20, 30, 40. C'est plutôt sympa. En fait, la seule séquence sur laquelle moi je trouve qu'il y a un côté un petit peu plus faiblard, c'est étonnamment le sauvetage des enfants. Alors que ça devrait être quelque part le sommet à la fois chorégraphique et émotionnel du film. Sur les chorégraphies à ce niveau, même si ça reste très bien, c'est moins élaboré, moins travaillé, je trouve, par rapport à d'autres séquences. Alors qu'il y a des idées, hein, quand par exemple Miao prend la moto et avec la petite fille avec lui et qui passe à travers tous les méchants. L'idée est sympa, mais finalement, d'un point de vue action, ça donne quelque chose d'assez basique. Alors qu'avec eux, avec Kenji Tanigaki et Kensuke Tsunomura et toute l'équipe de manière générale, on pouvait s'attendre à ce qu'ils repoussent un peu les limites de ce qui était possible dans ce genre d'exercice. Ça reste très bien, mais voilà, petite déception, semi-déception, c'est pas une vraie déception. Mais par rapport au reste des séquences, celle-là, je l'ai trouvé un poil inférieur sur l'ensemble. Par contre, évidemment, à la fin, on a le grand final, et alors là, ça déboîte pas mal. Alors, pareil, je suis un peu moins convaincu sur la partie attaque du commissariat, tendance Terminator. Je suis pas fan de l'utilisation de l'arc par Yaya, l'acteur indonésien, là, dont le nom complet m'échappe. C'est pas mal foutu, encore une fois, mais c'est pas ce que j'ai trouvé de plus réussi, de plus intéressant. Par contre, j'ai beaucoup apprécié tout le duel final à 4 et 5 à un moment donné, et là j'ai trouvé que c'était vraiment très très riche en termes de chorégraphie, de réalisation. C'est tellement riche que je pense que c'est une séquence qu'il va falloir décortiquer, qu'il va falloir revoir de multiples fois pour vraiment en apprécier la quintessence en matière de chorégraphie et de réalisation et de montage. Parce que c'est vraiment très très foisonnant, très très intéressant. J'ai particulièrement apprécié le fait que quand on a le nouveau méchant qui arrive, alors qui arrive aussi un peu comme un cheveu sur la soupe lui, en milieu de métrage, Joe Inagawa, si ma mémoire est bonne, que celui-ci se révèle être un super kicker. Évidemment, moi j'adore ça, hein, les super kickers, ça a toujours été mon plaisir des films d'action hongkongais, de Ken Lo à Wang Jiangli en passant par Wang In-sik. Donc quand je vois que ce gars-là, ok, il va commencer à kicker comme un malade, moi j'étais très content. À côté de ça, évidemment, les autres acteurs de Miao à Joe Taslim, en passant par Brian Le, évidemment, ils sont également tous très bons d'un point de vue martial et ils donnent tout ce qu'ils ont, donc c'est magnifique. J'aime beaucoup, ça fait plaisir également, évidemment, de voir Miao après avoir été une star du DTV chinois ces dernières années et qui a fait des très très bons trucs. Hein. Moi j'aime beaucoup ce qu'il a fait, en tout cas d'un point de vue chorégraphique, sur les fameux Fight Against Evil, parce qu'il y a des titres différents. Moi je connaissais la série sous le titre de Northern Police Story, un truc comme ça je crois. Mais bon, il avait montré en tout cas qu'il était capable de faire des trucs absolument géniaux d'un point de vue chorégraphique dans ses films. Donc ça fait plaisir de le voir dans une grosse production comme The Furious, et il donne vraiment tout à ce niveau. Il y a un moment dans le final que j'ai particulièrement apprécié, c'est un moment où on a 4 des personnages, donc c'est le moment où il n'y a pas encore Brian Le qui est intervenu dans le fight final, et on a une séquence assez longue pendant laquelle les 4 personnages se battent tous dans le même plan. Et c'est quelque chose de particulièrement complexe et particulièrement riche, auquel le spectateur profane peut-être ne se rend pas compte de la complexité intégrale de ce type de séquence. En général, ce qu'on fait quand on a des duels comme ça avec plusieurs personnages, c'est qu'on va passer de l'un à l'autre et on va travailler la chorégraphie et on va avoir les deux personnages qui s'affrontent dans le plan. Ou alors, parfois, ce qu'on peut faire, c'est avoir au premier plan le duel principal qu'on met en scène,
Et en arrière-fond, on a soit les acteurs eux-mêmes, soit des cascadeurs, des doublures, qui font une espèce de version un peu simplifiée d'une chorégraphie pour montrer que ça se passe toujours derrière, mais que le combat principal, celui avec la vraie chorégraphie, c'est celui qui est au premier plan. Or là, sur cette séquence qu'on a dans The Furious, les 4 personnages se battent avec une chorégraphie complexe, sont intégralement dans le plan et la caméra se déplace et les personnages se déplacent de manière à ce qu'on puisse les voir, les 4 se battre en même temps les uns contre les autres. Et c'est vraiment une séquence extrêmement difficile à mettre en place parce que ça veut dire qu'il y a 4 personnes, 4 acteurs qui doivent réussir impeccablement leur chorégraphie sans marcher sur les pieds, que la caméra doit se déplacer de manière fluide, mais tout en conservant les 4 personnages exactement dans le plan. Et en fait, c'est presque trop riche pour le spectateur, parce que par définition, on n'est pas capable de se concentrer sur la chorégraphie de 4 personnages en même temps. Et donc, on va se concentrer sur 2, et c'est pour ça que quand je dis que le final est particulièrement riche et mérite plusieurs revision parce que, à mon avis, là, une séquence comme ça nécessite de se concentrer sur un personnage ou 2 à la fois et c'est impossible de pouvoir engranger l'intégralité du travail chorégraphique pour l'ensemble des personnages sur une seule vision. Mais en tout cas, c'est très couillu, je trouve, de la part de Kenji Tanigaki et Kensuke Sonomura, de faire des idées comme ça, d'y aller avec un plan où on va voir les 4 personnages avec une chorégraphie complexe pendant plusieurs secondes. Et ça, c'est vraiment intéressant, j'ai trouvé. Et il y a plein d'idées comme ça dans la chorégraphie finale. Et donc bravo au travail qui a été fait à la fois par les chorégraphes, par les cascadeurs et par les interprètes pour réussir à assurer des chorégraphies aussi complexes. Il y a plein d'idées aussi très sympas. Par exemple sur la manière dont chacun des personnages principaux se bat. Il y a Joe Iwamura, le super kicker dont j'ai parlé, mais en fait chaque personnage important a vraiment un style de combat bien spécifique, bien défini, qui est intéressant de confronter aux autres. Par exemple, Brian Lee, ça rappelle un peu un espèce de mélange entre Sammo Hung et le personnage du Juggernaut dans les jeux Marvel par Capcom, quelque chose un peu comme ça. Chez Miao, il a des éléments aussi assez intéressants, évidemment issus du Kung Fu, mais avec des idées très sympas, comme quand il met sa main devant l'adversaire pour essayer de garder la distance, des trucs comme ça, ou bien qu'il va faire des feintes. C'est vraiment très très riche en matière chorégraphique. Et quand je dis en matière chorégraphique, c'est vraiment sur l'ensemble du package avec à la fois la chorégraphie, la réalisation, le montage et l'exécution. Donc vraiment un final de haut vol pour qui aime les films d'arts martiaux. Et au final, donc ce The Furious, évidemment, c'est une vision qui est impérative pour toute personne qui aime le cinéma d'arts martiaux, le cinéma d'action en provenance d'Asie et de manière plus générale qui aime le cinéma d'action au sens large parce que on est vraiment, comme je l'ai dit, sur le haut du panier en la matière. Il y a des efforts colossaux qui ont été fournis par le réalisateur, par le chorégraphe et par l'ensemble de l'équipe et ça se voit clairement dans le résultat final. Donc The Furious, c'est dans le top 3 assuré en matière de films d'action pour l'année 2026 et probablement pour la décennie des années 2020. Donc très très recommandé de ce point de vue-là. Après, si vous êtes quelqu'un qui ne se contente pas uniquement d'avoir des séquences d'action réussies et qui veut avoir un résultat plus global, un film qui à la fois touche, intéresse par l'histoire et les personnages, là ce sera nettement moins convaincant. Si on prend par exemple un autre film d'action chinois récent qui est le Blades of the Guardian de Yuen Woo-ping, moi je trouve que pris pour l'ensemble de ses caractéristiques, Blade of the Guardians est un meilleur film que ce The Furious. The Furious est probablement meilleur pris sur ces séquences d'action de manière individuelle, mais sur la globalité, à mon avis, Blades of the Guardian est un meilleur film. Donc, sachez où vous mettez les pieds, mais dans tous les cas, ce The Furious reste quand même une œuvre de qualité dans son registre bien spécifique.
Et voilà donc pour cette petite review sur The Furious. Au plaisir de vous revoir sur la chaîne d'ici quelques semaines, quelques mois, on ne sait jamais. À bientôt.